Comment ne pas s'attendrir devant la petite, devant ses yeux innocents, devant son sourire. Elle change depuis quelque temps, elle pousse la petite, déjà femme mais pourtant ce n'est qu'une enfant. Une enfant, on a tout vu, qu'est-ce qu'il faut entendre quand je pense qu'on a failli hier te surprendre, essayant de m'embrasser, moi me laissant faire. Il n'est pas si mal, l'ami de mon père. Il y a une chanson qui s'appelle La Petite, que j'entends un peu partout, là, que j'aime beaucoup, mais je voudrais comprendre une chose précise. Le texte me gêne un petit peu, j'avoue. Ah bon? Moi, pas beaucoup, mais un petit peu. Alors, écoute, Claude, je vais t'expliquer. Il y a des gens qui ont l'esprit quelquefois mal tourné. Oui, effectivement, cette chanson La Petite, est-ce que c'est un flirt? Est-ce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est? Non, c'est tout simplement que ma petite Française, j'ai envie de la protéger, quoi qu'il lui arrive. Je voudrais pas qu'il lui arrive des bricoles. N'est-ce pas, ma petite Française? Si. N'est-ce pas? Oh, ma petite Française. Voilà. C'est pour ça que c'est ma toute petite à moi, mon petit ange. Je suis son grand frère, quoi. Hein? Moi, je suis obsédé, carrément. Et puis, je suis obsédé par la catégorie de filles qui viennent me voir. Je vais te dire, même si ça peut paraître physique, parce que, bon, on me dit, bon, tu aimes les fruits verts, t'aimes les petites filles dès qu'elles ont de 15 à 18 ans, après 18 ans, c'est des vieillards, on n'en parle plus. Alors, je dis, c'est un petit peu ça, et en fait, c'est le contraire. J'aime ou jusqu'à 17, 18 ans, après, je commence à me méfier. Bon, Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans, bien sûr, heureusement. Mais après 18 ans, je me méfie. Si l'on pouvait vraiment parler, je te décrirais la maison où mon père m'a embrassé. Peut-être plus que de raison, si l'on pouvait vraiment parler. J'ai fait une chanson, un jour qui s'appelle Petite, parce que tous les hommes de mon âge, en chiffres, je veux dire, à partir de 40 ans, je pense qu'il n'y a pas eu un homme qui n'ait un jour regardé une petite fille en train de devenir une femme avec l'œil de l'homme. Petite, tu peux reprendre ton cerceau et t'en aller tout doucement, loin de moi et de mes tourments. Tu reviendras me voir bientôt. Tu reviendras me voir bientôt. Le jour où ça ne m'ira plus, quand sous ta robe il n'y aura plus le code pénal. Il s'agissait de relations un peu personnelles avec une fille de 14 ans. Mais quand vous l'avez connue, il n'y avait pas seulement des préoccupations morales, il y avait une base qui était la réalité, votre préférence pour les petites filles peut-être. C'est pas ma préférence pour les jeunes filles, disons, ou jeunes femmes, ça sonne mieux en français. En ayant des expériences avec les gosses, en jouant avec eux, en ayant des rapports émotionnels et même sexuels, sexuels dans le sens émotif, caresse, etc. J'ai appris beaucoup sur ma propre personne. Je pense que les adolescents, les jeunes enfants, disons entre 10 et 16 ans, les moins de 16 ans, sont peut-être à l'âge où les pulsions d'affectivité, les pulsions sexuelles également, sont les plus fortes, parce que les plus neuves. Et je crois que rien ne peut arriver de plus beau et de plus fécond à un adolescent ou une adolescente de vivre un amour, un véritable amour. Avec qui? Soit avec quelqu'un de son âge, mais aussi peut-être avec un adulte qui l'aide à se découvrir soi-même, à découvrir la beauté du monde créé, la beauté des choses. Je sortais quand un gosse frais et charmant, que j'ai d'abord pris pour une fillette, m'a regardé. C'était le bon choix, comme aurait dit Giscard. Oui, un joli gamin, pétillant de malice, parlant un bon anglais, écolier bien propre, 13 ans. Il n'a pas voulu que je le baise, mais il m'a sucé à merveille et m'a fait jouir. Cela m'a rappelé
l'âge d'or de Manille. Laisser Gabriel Maznev ou autre personnage du même type raconter ses amours avec des enfants, j'entends ce qu'il a commis, c'est permettre à des tas de pédophiles qui sont en toute liberté sur la place publique d'alimenter leur pathologie. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une corrélation directe entre la pédophilie chez nous et ces pédophiles qui vont en Thaïlande ou aux Philippines et qui sont les mêmes. Bonjour, cette semaine, vous le savez, voyage avec nous au pays des adolescentes. Et bien évidemment, nous avons choisi un guide qui ne pouvait être que lui, je nomme David Hamilton. David Hamilton, pourquoi toujours des adolescentes? Ce n'est pas un reproche. Oh, je crois que ça sera mon thème éternel pour la vie. J'aime beaucoup tout ce qu'il est, la raconte, le premier amour. J'espère continuer dans avec le même thème. Je deviens modèle de David Hamilton. Et au fur et à mesure, Hamilton commence à avoir des gestes déplacés à mon endroit, mais je suis toute petite, je me rends pas totalement compte de ce qui se passe. Et un après-midi d'août 1987, il me viole. Si on parle de l'avenir qu'on souhaite, en tout cas, on peut dire qu'on espère qu'il tend à une mixité croissante, à des relations de plus en plus mixtes, c'est-à-dire à des relations entre enfants et adultes, à des relations entre gens de même sexe aussi bien que de sexes différents et entre gens de races différentes également. Alors Michel, vous vous déclarez pédophile. Je voulais savoir, parce qu'on voudrait comprendre, en fait, il ne s'agit pas là de rendre des jugements, mais de comprendre comment ça vous est venu, comment... Quand j'étais jeune, on ne diabolisait pas la pédophilie, c'était relativement peu connu, j'étais un petit peu en marge, mais je le vivais bien, ça participait pour moi d'un mouvement de libéralisation, de liberté des mœurs, c'était l'époque, enfin c'était après mai 68, je pensais, moi au contraire, j'étais presque militant, je voyais ça plutôt comme un renfort de liberté, je ne savais pas que ça allait tourner au drame pour nous. Savez-vous combien d'enfants sont victimes de violences sexuelles? Pas en Thaïlande ni aux Philippines, mais en France, comme dans toute l'Europe. 1 sur 5. 20% de nos enfants sont victimes. Concrètement, ça signifie que dans chaque école, chaque classe, de 3 à 5 enfants sont ou ont été victimes, au moins une fois, de violences sexuelles. Ce chiffre a été publié en 2016. Personne n'a daigné en parler. C'est la synthèse glaçante des études initiées par le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, veillant sur les droits de 830 millions de citoyens, ça fait 166 millions de victimes. En France, 67 millions d'habitants, les victimes de violences sexuelles sont donc potentiellement plus de 10 millions. Cela fait combien de prédateurs? Mathématiquement, plusieurs centaines de milliers. Les violeurs d'enfants sont donc là, parmi nous. Ce film raconte comment ils sont parvenus à passer entre les gouttes, entre les mailles du filet. Malins, ils ont su mettre en place, à tous les niveaux de la société, une véritable machine à étouffer la vérité, pour continuer à abuser d'enfants impunément. Ils ont commis des dégâts irréparables depuis des générations. Nous sommes face à un véritable fléau social. Il ne faut pas oublier qu'on est d'abord des millions à avoir été violés dans l'enfance, qu'on représente un électorat, qu'on est fort et forte, et que si on bouge pas maintenant, alors que les présidentielles arrivent, alors qu'on vient de se faire mais tellement arnaquer, c'est perdu. Franchement, c'est perdu. De quoi on parle? On parle d'atrocités, on parle de crimes, on parle de combien de personnes qui se sont foutues en l'air parce qu'elles ont été victimes de viols. Combien de personnes? Si on ne se réveille pas maintenant, si on n'est pas debout pour nos mômes, alors que les présidentielles arrivent, c'est perdu. Je crois qu'il faut porter nos voix haut et fort, mais faut arrêter d'être poli, faut arrêter qu'on s'excuse, faut arrêter de s'excuser, quoi. En décembre 2020, avec Oméra Cellier, présidente d'Innocence en danger, et Serge Garde, journaliste, nous avons publié 1 sur 5, le manifeste contre la pédocriminalité. Nous proposions 25 mesures pour que la peur et la honte changent de camp. Nous, élus de la nation française, devons prendre nos responsabilités et protéger les plus fragiles d'entre nous.
ceux qui ne peuvent se défendre, ceux qui ne peuvent parler quand l'inimaginable pour eux se produit. Je vais reprendre ici les mots du manifeste écrit par Karl Zéro, Oméra Cellier et Serge Garde. Utiliser le corps d'un enfant. Ce n'est ni une liberté, ni un choix de vie, c'est un crime. Monsieur le ministre, les éléments sont là, la volonté parlementaire est présente et nos concitoyens attendent ces actes forts pour qu'en France, dorénavant, la honte change de camp. Aussi, monsieur le ministre, comment le gouvernement rejoint-il cette lutte ? Je voudrais d'abord vous dire que, en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et en matière de lutte contre les violences sexistes faites aux enfants, depuis le début de ce quinquennat, nous avons beaucoup travaillé et j'ai la fierté de vous dire que personne n'en a fait autant que notre majorité. Je dis bien personne. J'entends que vous me croyez, nous sommes totalement investis et engagés sur cette question. Merci, monsieur le ministre. Presque un an plus tard, où en sommes-nous ? En janvier 2021, le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, est parvenu, de par l'onde de choc qu'il a su créer, à placer la pédocriminalité au cœur du débat. C'est aussi parce qu'il y a eu le mouvement MeToo, parce qu'il y a eu le livre de Vanessa Springora, etc. Et tout ce mouvement-là, moi, me donne beaucoup d'espoir sur la prise de conscience de la nécessaire protection non seulement des enfants, mais aussi des femmes, mais aussi voilà, de tous les gens qui ont moins voix au chapitre que les autres. Relayé par le mouvement MeToo Inceste, il a tétanisé les politiques. Faut dire qu'il mettait en cause Olivier Duhamel. Grand donneur de leçons devant l'Éternel, Olivier Duhamel était l'homme qui pensait à la place des Français, celui qui avait l'oreille des présidents. Qui dirigeait le siècle, le club le plus sélect des décideurs de France. Dire que c'est lui qui surveillait nos futures élites dans la couveuse de Sciences Po. Ce même Duhamel avait entretenu une relation pédocriminelle avec son beau-fils de 14 ans, sous le soleil de Sanary, et ce dans l'omerta générale. Beaucoup savaient dans les hautes sphères, mais tous se sont tus. À travers cette affaire-là, on a pu commencer à voir comment le système des agresseurs qui assurent leur propre impunité s'incarne au plus haut sommet de l'État. On a pu faire des liens, c'est-à-dire se dire que ce type avait effectivement une influence majeure au sein du Conseil constitutionnel. Olivier Duhamel, qui a été quand même 15 ans assistant numéro 1 du président du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, on sait à quoi ça sert, hein. Ça étudie les lois, hein, le Conseil constitutionnel. Il sert à garantir la régularité des référendums, à garantir le contrôle de l'élection présidentielle. Nous abordons les problèmes de société, les questions qui se posent aux Français. Comme par hasard, au moment où on voulait un seuil d'âge, au moment de la loi Schiappa, on nous disait « Ah non, le Conseil constitutionnel va s'opposer à ça ». C'est le garant des lois et tout, donc bon... je dirais pas qu'il a tout bloqué, mais c'est forcément une influence néfaste, c'est forcément une mentalité, une approbation d'un système de dominants incestueux qui perdure dans ces bureaux-là, dans ces conversations, dans leurs conversations, enfin, sans basculer dans le complot où ils font tous exprès. Non, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une influence qu'on ne peut pas nier. L'affaire Duhamel, ce qui a eu de très intéressant, c'est qu'effectivement, on a pu commencer à voir comment les élites assuraient leur propre impunité. Effectivement, c'est ça qui, à mon avis, a provoqué aussi cette espèce d'élan énorme. Mais j'ai envie de dire que quelque part, ça a légitimé la libération de la parole. Sentant le vent du boulet, l'actuel président s'en tira avec un de ses numéros d'acteurs larmoyants sur prompteur dont il a le secret. La honte, aujourd'hui, change de camp. Et à vous qui vous êtes libérés d'un fardeau que vous avez trop longtemps porté, à vous qui allez le faire et parfois hésiter, je veux juste vous dire, on est là, on vous écoute, on vous croit. Et vous ne serez plus jamais seul. On attendait énormément de choses. On s'est dit, ça y est, il y a une prise de conscience, on va agir une bonne fois pour toutes, etc.
Moi, aujourd'hui, cette prise de conscience, je la salue. Mais dans mon quotidien, dans le quotidien des victimes que je reçois, elle n'a eu aucun impact à ce stade-là. J'ai fréquenté Brigitte Macron, on a énormément parlé des violences faites aux enfants. Il y a un travail qui a été fait, et il y a des promesses qui ont été faites. Et tout ça n'est pas tenu, et c'est ce qu'il y a de plus déstabilisant. C'est qu'ils font semblant de nous écouter, quoi. Donc, j'arrive pas à saisir... On voit bien que derrière le « je vous ai compris » classique, il y a les stratégies politiques de bas étage, que je vais nommer de cette manière-là, parce que ces stratégies politiques, on ne sait pas qui elles couvrent, on ne sait pas pourquoi elles sont là, mais par contre, elles sont bien là pour ne pas protéger les enfants. Le gouvernement, bien évidemment, comme il le fait souvent, a voulu intervenir sur un sujet majeur de société qu'il n'avait pas porté. Parce qu'à aucun moment, le gouvernement n'avait été, élu depuis 2017, n'avait proposé ce genre de texte. Ils ont donc fait une loi. Ils auraient pu reprendre d'ailleurs le texte d'Isabelle Santiago, qui était un seuil d'âge clair entre 15 ans et 18 ans, avec une seule définition de l'inceste. Il faut que les interdits soient très clairs pour être compréhensibles dans la société française, et c'était l'objet du texte que j'avais déposé. Ils ont souhaité prendre le texte de Madame Billon, de le modifier, de l'amender. J'espère qu'avec cette commission, nous arriverons à créer une dynamique de la parole libérée, de l'interrogation de l'ensemble des institutions, de la société, des individus sur l'approche de ces questions, que nous arriverons à donner à voir ces tragédies. On parle, on se rencontre, on parle. Et ça n'aboutit à rien de concret, quoi. Et là, c'est même plus d'une souris, finalement, qu'on a accouché, c'est d'une loi qui, sur certains aspects, peut être complètement dangereuse. Il peut y avoir des enfants qui sont consentants, et ça, faut pas l'oublier. On ne peut pas criminaliser quand même des relations consenties entre un mineur de 17 ans, par exemple, et sa tante de 18, qui n'ont, il faut le préciser, ou qui n'a aucune autorité sur lui, même s'il s'agit de relations incestueuses. On a un garde des Sceaux qui parle en pleine Assemblée nationale d'inceste consenti. Enfin, je veux dire, c'est un moment inouï, sidérant. On se dit, mais quand même, c'est pas possible qu'il le fasse en tant que ministre de la Justice. Mais c'est quelque chose, c'est improbable. Le ministre de la Justice nous explique, voilà, sous prétexte d'amendement de Roméo et Juliette, toutes les agressions entre mineurs ne peuvent pas être qualifiées comme telles, donc du coup, les agressions sexuelles entre mineurs n'existent pas. La loi Billon a fait que la majorité des agresseurs sexuels, c'est-à-dire des jeunes majeurs qui s'en prennent à des mineurs, vont échapper aux griffes de la justice. Il n'y aura pas de poursuite possible. La population n'a pas été prévenue de ça. La loi qu'a imposée le gouvernement a été vidée de son sens. Tous les amendements déposés pour qu'elle ressemble à une vraie loi ont été sciemment retoqués. On a vu un exemple assez explicite des effets d'annonce, c'est-à-dire des belles campagnes de publicité sur « on va mieux protéger les enfants ». On a une coquille totalement vide à cause de différents décrets, de différents éléments qui ont été transmis par les législateurs qui font que la loi est au final totalement abrogée. C'est une coquille vide. Des gamines de 14 ans et demi, je dis à dessein le mot gamine, ont des relations avec de jeunes hommes. Et l'inverse est vrai aussi. C'est une réalité. Et dans cette hypothèse, on fait quoi? Et même, si on cherche bien, on peut connaître des couples qui se sont connus avec cet écart d'âge et qui, 20 ans après, sont toujours ensemble. On fait quoi, là? On dit, mais il y avait un crime? Moi, je ne veux pas être le censeur de la sexualité de nos adolescents. Dans la stratégie manipulatoire de la communication d'État par rapport à cette prétendue attention portée aux mineurs victimes, on a un garde des Sceaux qui, sous prétexte de protéger les enfants, en fait, les donne en pâture à être violés soit par d'autres, soit par des adultes. Vous voyez bien dans les chiffres du ministère de l'Intérieur, si on regarde les condamnations, 65% des auteurs ont moins de 24 ans, 45% des auteurs ont moins de 16 ans, c'est qu'il y a un vrai putain de problème avec les adolescents et les jeunes adultes. Depuis, je dirais, l'hypermédiatisation qui a été engendrée par les révélations de Camille Kouchner,
Moi, mon quotidien de cabinet, mon quotidien de prise en charge d'enfants qui viennent révéler des abus sexuels intrafamiliaux ou dans les écoles n'a strictement pas changé. Je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec notre garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, au téléphone, qui me disait « Oui, mais alors cette ère victimaire ?» Je disais « Mais vous vous trompez, en fait, monsieur le ministre, on n'entre pas dans une ère victimaire. Il y a toujours eu des victimes, il y a toujours eu des agresseurs. Toujours, depuis la nuit des temps, sauf que aujourd'hui, les victimes témoignent, elles en ont marre de subir, elles veulent casser le fil de ce putain de système et elles témoignent. Il y a une réelle déception derrière, certes, au niveau de la loi, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne s'arrêtera pas, parce qu'on ne peut pas continuer à se moquer de nous, réellement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on est sur un combat où on doit se dire, mais bon sang, est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est? Est-ce qu'on se rend compte que le grand-oncle qui était juste à côté de moi, qui m'a dit de venir dans son lit, qui m'a mis la main sur son sexe. J'ai mis après ma main sur son sexe à sa demande, qui m'a manipulé jusqu'au bout, jusqu'à me sodomiser alors que j'avais 8 ans. C'est hallucinant, quoi, de pas une seconde se remettre en question, pas une seconde se dire « Bah oui, notre système est totalement défaillant, on n'y met pas les moyens, on n'a pas le portefeuille. » Ce n'est pas notre volonté. Il faut tout faire pour que ça s'arrête. Parce qu'on est en train de sacrifier une génération. En plus, moi, j'ai le sentiment qu'il y a une impunité qui est de plus en plus grande. Donc, les crimes sont de plus en plus fréquents, de plus en plus importants. Si le gouvernement cherche à nous faire taire après une loi complètement, je dirais, sur un service minimum dans la protection de l'enfance, ce qui est sûr, c'est que nous, on ne se taira pas. Les choses ne bougent vraiment que lorsque la France du sommet ne peut plus éviter le changement. L'histoire le démontre, c'est quand la France est en colère que ça change vraiment. Les avancées pour en finir avec le fléau de la pédocriminalité dépendent donc du basculement définitif de l'opinion publique, c'est-à-dire de vous, qui ne dit mot consent. Le changement ne vient pas d'en haut. Le changement, et on l'a vu dans toutes les études sociologiques internationales, le changement, il vient toujours des citoyens ou des lanceurs d'alerte. Si la société civile se fédère et si elle arrive à hurler pour la condition, la protection de ses enfants, peut-être qu'on arrivera à quelque chose. Pour l'instant, la société civile, elle lit des articles, elle s'indigne un peu sur les réseaux, mais elle n'est pas dans la rue à porter ce sujet, et c'est bien dommageable. La grande différence avec autrefois, c'est que grâce aux réseaux sociaux, les victimes peuvent s'exprimer. La justice, et vous le savez, ne se rend jamais sur les réseaux sociaux. Mais c'est peut-être parce qu'elle n'est plus rendue dans les tribunaux qu'elle a changé d'adresse, monsieur le garde des Sceaux. Et d'ailleurs, êtes-vous la personne la mieux placée pour parler de la justice qu'il serait temps de rendre aux enfants victimes? Votre célébrité, votre aura médiatique, ne l'advez-vous pas à l'incroyable tour de passe-passe d'Outreau? On vient ici pour dire un certain nombre de choses et pour dire notre exaspération totale. On n'a pas accepté, et l'institution judiciaire, enfin une partie d'entre elles, évidemment, n'a pas accepté ces acquittements. J'ai fait toute ma carrière à l'agence France Presse et lorsque j'ai découvert l'affaire d'Outreau, j'ai été halluciné de découvrir que la vérité n'était pas celle qui était connue du grand public à partir de ce que leur avaient donné les médias comme information. Interrogez les gens dans la rue aujourd'hui, la plupart des gens vous diront qu'il n'y a aucun enfant victime. Outreau. Des gens pauvres prostituaient leurs enfants et des gens riches venaient en profiter. Où sont passés ces clients? Aucun n'a été retrouvé. Ce que vous ne saviez sans doute pas, c'est que la justice a reconnu 12 enfants comme ayant été victimes de viol, souvent filmés. On a retrouvé le caméscope, mais curieusement pas les cassettes. On se rend compte à quel point ça a été une manipulation théâtralisée, parfaitement orchestrée par les avocats des personnes mises en cause à cette période-là. Maître Dupond-Moretti a agressé à coups de termes tels que mythomane, menteur, un enfant pendant plus de 6 heures, à tel point cet enfant a fait pipi dans sa culotte, terrorisé. Vous vous dites, là, il y a un grave problème. Le procès, instrumentalisé par un carteron d'avocats habiles, a permis de discréditer définitivement la parole des enfants. Pour la première fois dans l'histoire de la justice française, on a vu débouler le procureur de Paris avant même le verdict.
Ça aurait dû être un scandale d'État, ça ne l'a pas été. C'était un besoin de m'exprimer, ce qui s'est passé, l'image qui en est résultée pour la justice, d'une institution qui broyait les gens. C'est quelque chose que je ne pouvais pas continuer à supporter comme ça. L'institution a bien broyé des gens, mais c'était des enfants. 7. Il y en a 7 qui m'ont touché. Qui m'ont violé. Pas caressé, qui m'ont violé. C'est l'autre vérité d'Outreau, dénoncée par Serge Garde dans son film. Entre la défense et la vérité, il peut y avoir un fossé. Il n'y a aucune autre vérité. Il y en a une, elle a été consacrée par 2 cours d'assises. C'est un film malhonnête, c'est un film totalement partial, c'est un film poisseux. Il sous-entend que parmi les acquittés, il y aurait des coupables, et il est fait d'un certain nombre de contre-vérités. Les enfants, eux, ce ne sont pas eux qui vont aller faire des manifestations dans la rue, ce ne sont pas eux qui vont faire des hashtags, ce ne sont pas eux, en fait, qui vont pouvoir aller sur des plateaux télé. Les enfants sont ceux, encore une fois, qui sont enfermés dans un silence. Il y a eu un certain nombre d'adultes relaxés qui ont été à nouveau mis en cause dans des affaires, dont certains condamnés. Parmi eux, Franck Lavier, qui fut le porte-parole des acquittés. Il y a eu des tentatives de suicide. Il y a eu des séjours en psychiatrie. Il y a eu des douleurs, des familles brisées, des enfants brisés. Il y a nous brisés. Et tout ce que je peux dire à l'heure d'aujourd'hui, c'est que on a été réhabilités à la civilisation. À l'issue de 48 heures de garde à vue, Franck Lavier a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur sa fille de 17 ans. En revanche, l'acquitté de l'affaire d'Outreau a été laissé libre. Qui en parle? Personne. Pour quelle raison? Ça sert qui, si ce n'est les pédophiles? Après 5 ans d'instruction, Franck Lavier devrait bientôt comparaître en correctionnel et pas aux assises. Ça veut déjà dire que la qualification de viol a été rétrogradée en atteinte sexuelle. En attendant, le mal est fait. Les témoignages d'enfants, depuis Outreau, la justice ne les écoute plus. Je vais être claire, moi le terme Outreau, il n'y a pas une semaine où je ne l'entends pas dans nos juridictions, dans la bouche d'enquêteurs. Aujourd'hui, la valeur de la parole d'un enfant, elle est totalement anéantie. La parole d'un enfant ne vaut rien. Suite à la commission qui a eu lieu après Outreau, ils ont déclaré qu'il ne fallait plus parler de crédibilité de la parole du mineur. C'était parfaitement orchestré. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a eu cette affaire-là. Elle a servi, elle a permis de discréditer très durablement la parole de l'enfant. Le système actuel est fait pour dénier la parole de l'enfant. La parole de l'enfant n'a pas de valeur. Pour exemple, dernièrement, sur une expertise, dans le cadre d'une brigade de la famille, une audition d'enfant, auditionne l'enfant et à la fin de l'audition, disent à l'enfant qui a 6 ans, « De toute façon, t'as menti. C'est pas vrai tout ce que t'as dit, t'es qu'un menteur. » Comment voulez-vous qu'un enfant de 6 ans qui vient de dire quelque chose face à 2 adultes réagisse? Il dit, ben non, c'est vrai. Mais non, t'as menti. La plupart des professionnels mettent une espèce de lunette réductrice, la plupart du temps autour de... en disant que l'enfant ment, que la mère le manipule, et qui leur évite à la fois de voir qu'il y a des violences sexuelles, mais qui est complètement aberrante au niveau de la méthodologie d'approche et d'analyse de la situation. Nous devons constater qu'il existe une espèce d'idéologie, et dans le sens littéral du terme, cette idéologie fait que nous considérons que si un parent lanceur d'alerte, notamment les mères, et si un parent lanceur d'alerte sollicite les services de protection de l'enfance, les services de police, c'est très certainement parce qu'elle est haineuse d'un père et qu'elle souhaite, dans un contexte de divorce, éloigner ce père de ses enfants. La mère, en fait, est diabolisée. Au lieu d'être protégée, la mère est diabolisée. Ça, c'est une réalité en France qui est assez dramatique parce qu'on a des mères qui sont contraintes certaines fois de protéger leur enfant, d'être hors la loi, donc de ne pas présenter, d'être condamnées, des fois qui sont emprisonnées, des fois qui partent à l'étranger, qui deviennent complètement des personnes sans identité parce qu'elles doivent se cacher. Je m'adresse à tous, nous avons tous en majorité des enfants, et que cette situation-là, si elle ne m'était pas arrivée, je ne l'aurais jamais cru. Donc je veux que vous sachiez ce qui se passe réellement. Je prends la parole, c'est pas évident. Alors aujourd'hui, je suis en fuite avec ma fille
Parce qu'elle a révélé des viols, elle a révélé des sodomies, elle avait 3 ans et demi, elle a accusé son père. 95% des viols sur mineurs sont classés sans suite. Et ils retournent tous chez leur agresseur. Et des fois, ils sont même confiés intégralement à leur agresseur. Je me retrouve en fuite parce que ma fille ne veut pas revoir son agresseur. Ça, c'est mon lot quotidien. Ces familles, aujourd'hui, ne savent plus si elles doivent se tourner vers la justice ou si elles doivent régler par elles-mêmes leurs difficultés. On nous dit de porter plainte, de prendre un avocat, mais j'ai fait tout ça. Je me suis retrouvée menacée par la juge des enfants, de placement de ma fille. Je me retrouve dans un cercle vicieux, puisque mon enfant ne veut pas revoir son agresseur, qu'il l'a violée, qu'il l'a jetée aussi par la fenêtre du premier étage. Moi, aujourd'hui, j'ai des mères, j'ai des pères qui font le choix de fermer les yeux à ce que peut dire leur enfant, de crainte de perdre totalement la garde de leur enfant. On vous donne le choix entre la peste et le choléra, entre revoir son agresseur ou à ce qu'elle soit placée en foyer. Mais vous imaginez boire un thé avec la personne qui vous a violé la semaine dernière? Donc en justice, la petite victime est perdue d'avance, elle ne peut pas se protéger. C'est ça l'inceste, c'est la réalité de l'inceste ici en France, la réalité en justice. Vous savez combien ça coûte les procédures pour en arriver là? Parce que vous avez des avocats qui vont demander 200, 300, 400 000 euros à la fin d'une procédure. C'est ça, une procédure pour protéger ses enfants. Un avocat, en moyenne, c'est 200, 300 euros de l'heure. Vous imaginez le coût que ça représente. Quand vous avez des assistances éducatives, des dossiers, des procédures devant les juges des enfants, c'est 10, 15, 20, 30 heures de dossiers, d'analyse de dossiers, à 300 euros de l'heure. On se paupérise pour ça, on fait des crédits pour protéger notre enfant, pour sauver nos vies. Voilà ce que c'est que la réalité judiciaire en France. Donc on a des femmes qui sont ruinées financièrement, qui sont ruinées physiquement, qui sont ruinées psychiquement, qui sont très isolées des familles parce que plus personne ne les aide. Il y a 6,7 millions de victimes d'inceste, ce sont les derniers chiffres. 2 à 3 enfants par classe, mais aucun père incestueux. Il y a 1% de condamnation. L'énorme problème, c'est qu'en France, on n'est pas du tout dans une logique de protection de l'enfant. Nous avons des lois qui sont là pour protéger les enfants, sauf que les juges ne les appliquent jamais. Le parquet a classé sans suite le dossier de ma fille, comme si elle fantasmerait. Alors déjà, qui fantasme d'être violée? Faut qu'on m'explique. D'autant plus qu'à 3 ans et demi, elle n'a pas du tout le cerveau qui est en interaction, qui est capable de fantasmer. On n'est pas du tout dans le respect du droit des enfants. C'est-à-dire qu'on ne se situe pas à hauteur d'enfant, mais à hauteur d'adulte. Mettez-vous un instant à ma place, que feriez-vous? On est en train de construire une génération complète d'enfants, totalement, je dirais, détruits, maltraités par des décisions. Il faudra quoi pour que je puisse revenir et que ma fille soit en sécurité? Je crains ce que va devenir cette génération d'enfants. Ce sont des futurs parents, eux-mêmes avec des enfants. La littérature scientifique a démontré que environ 40% d'enfants qui ont connu des violences sexuelles vont devenir des adultes agresseurs. Ces enfants-là, non seulement ils ont subi une maltraitance par des violences sexuelles ou autres, par des mauvaises décisions de justice, vont être enfermés dans des traumatismes. Ce sont des personnes qui commencent les agressions quand ils sont eux-mêmes parfois enfants et adolescents. Et le scénario est le scénario qui se répète à l'identique de ce qu'ils ont subi. Moi, je suis obligée d'alerter sur le fait que notre système actuel de justice vient tout simplement alimenter, en tout cas favoriser, le déni et le silence. Et cette contradiction-là ne pourra amener, à mon avis, qu'à un effondrement général, un effondrement dans la confiance qu'une population doit avoir au vu de sa justice. Si d'aventure il veut éviter cet effondrement, le système judiciaire va devoir repenser complètement le rôle des experts dans les affaires pédocriminelles, car certains d'entre eux sont surtout des experts en erreur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les magistrats ont dans leur boîte à outils de compréhension d'une situation un certain nombre d'experts. La nomination est assez obscure concernant ces experts-là. Nous avons des magistrats qui ont leurs petites habitudes avec tel ou tel expert, mais nous avons surtout des experts qui n'ont eu aucune formation actualisée, aucune compétence poussée dans la parole de l'enfant. Nous n'avons pas d'experts pédopsychiatres,
pédopsychologue. Dans les années 70-80, on a quelqu'un qui s'appelait Garner, qui était un pédophile notoire, qui s'est suicidé pour échapper d'ailleurs à un procès en pédophilie, qui avait essayé d'argumenter à grand renfort d'études pseudo-scientifiques qui n'ont jamais été validées au niveau de la rigueur scientifique, c'est important de le dire, le terme de syndrome d'aliénation parentale. Ce Richard Gardner, curieux psychiatre, ne pouvant se vanter que d'un grade de sergent dans son véritable cursus universitaire, le voici à l'œuvre. Let's play a funny trick on Daddy, says Mom to a 7-year-old. Let's go into the police station and you tell them that Daddy played with your penis. That'll be a funny joke. True story, destroyed the man's life. Gangbusters came in and that was the end of him. Autrement dit, les enfants qui diraient qu'un parent les touche, forcément, ils seraient aliénés. C'est-à-dire que ça serait le parent dit protecteur qui lui mettrait ça dans la tête. On sait qu'il y a 72% de classements sans suite et qu'il y a souvent ce syndrome d'aliénation parentale qui prend le dessus, qu'on a des experts qui sont tronqués au ministère de la Justice. J'ai des centaines de décisions de juges aux affaires familiaux qui vont décider d'un transfert de garde au nom de ce syndrome-là, sans aucune assise scientifique, sans aucune assise médicale. En matière de pédopsychiatrie, l'absence d'assises scientifiques serait-elle la règle? Ainsi, les pseudo-droits sexuels des enfants, inventés dans les années 50 par Alfred Kinsey, autre fou dangereux, au travers d'innombrables expériences filmées, véritables séances de torture, il a voulu prouver que les enfants étaient des êtres sexuels dès la naissance. À l'époque, on préférait en rire. Car comme dit Kinsey qui lui sait, on n'est pas de bois. Et pour ceux d'entre vous qui seraient un peu demeurés et qui suivraient difficilement, je vais vous causer statistiques, parce que, comme l'a dit Kinsey, les statistiques causent. 50% des bonnes femmes américaines ont reçu des propositions malhonnêtes avant l'âge de la compétition. Depuis, cette idéologie pro-pédophile a été largement promue par l'Organisation mondiale de la santé. Il y a eu il y a quelques années au niveau de l'Organisation mondiale de la santé ce qu'on appelle les droits sexuels. Sauf que derrière cette loi, vous aviez un certain nombre de partisans connus de la pédophilie, certains ayant été condamnés, qui ont œuvré, fait un véritable lobbying pour que la loi passe. Et dans cette loi, il y avait la nécessité d'initier au plaisir les enfants dès la maternelle, à l'école, avec des études qui sont absolument abjectes au niveau éthique. Masturber des bébés pour voir jusqu'à quel moment, combien de temps il faut pour qu'ils aient une érection, enfin des choses assez hallucinantes. Mais l'OMS a validé ça. Il y a même eu en Europe, quand la loi est passée, des boîtes qui ont été vendues avec des matériels pour les écoles maternelles. Maternelles, c'est des petits, c'est des 2-5 ans, avec des pluches en forme de sexe. Et l'objectif de la séance d'éducation à la sexualité en classe était de montrer comment un sexe de garçon en peluche faisait pour rentrer dans une vulve en peluche censée représenter le sexe d'une fille. L'éducation à la sexualité, c'était ça. Enfants pervers, parents aliénés, sexualité chez les tout-petits. On est chez les fous, me direz-vous. Oui, et c'est un courant dominant en France qui a même ses vedettes, comme l'éminent expert judiciaire Paul Bensussan. Alors il y a cette parution que je pense être un ouvrage de référence sur l'aliénation parentale. J'ai l'honneur d'avoir été un des rares contributeurs européens de cet ouvrage. C'est quelque chose qui est destiné à ceux qui sont en train aujourd'hui de travailler sur les classifications psychiatriques de demain. Le but de cet ouvrage est l'inscription de cette pathologie dans les futures classifications prévues pour 2012, donc pour demain. À Outreau, Bensussan fut le seul expert à laisser entendre que les enfants avaient menti. Il fut aussi le seul à ne pas les avoir rencontrés. Il vint ensuite parader devant la commission parlementaire qui suivit Outreau. Les enfants victimes, certes, ne l'étaient pas tous, mais ceux qui étaient réellement victimes ne l'étaient peut-être pas d'autant d'adultes qu'ils avaient désignés. Et dire que ce sont des experts comme lui, qui chaque jour décident du sort des enfants, bien plus que les juges. Ils ne s'en cachent pas d'ailleurs. Comment avoir l'hypocrisie de dire que le juge ne va pas tenir compte de nos préconisations? Non, ce que nous écrivons est très important, peut-être même trop, peut-être même que nous empiétons sur la mission du juge. Le syndrome d'aliénation parentale est une plaie dans l'institution judiciaire. Ce syndrome d'aliénation parentale repose sur une théorie issue d'un esprit unique
mais qui a totalement diffusé dans le milieu judiciaire, alors qu'il n'est aucunement reconnu par les plus grandes autorités médicales et scientifiques internationales. On a ce qu'on appelle le DSM, qui est une classification internationale des maladies mentales. La dernière version DSM-5, elle date de 2013. Il y a eu un lobbying extrêmement fort, des pressions extrêmement fortes qui ont été rapportées par les membres constitutifs du DSM, les scientifiques, les médecins, les psychiatres qui constituent le DSM pour dire attention, on ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'il y a eu beaucoup de pression pour que rentre dans le DSM-5 le syndrome d'aliénation parentale. Il y a eu un refus catégorique de le faire rentrer, considérant que ça n'était pas un syndrome, ni un symptôme, que ça n'était pas une pathologie. Le syndrome d'aliénation parentale est l'arme, je dirais, fatale, utilisée par les magistrats pour anéantir la parole d'un enfant et le parent protecteur. Comme le SAP n'est plus dans le DSM-5, les avocats ne manquent pas d'idées, ils regardent qu'est-ce qui existe dans le DSM-5, Munchausen par procuration, qui est une maladie psychiatrique où on induit les troubles à son enfant. Donc du coup, on voit fleurir depuis 4-5 ans dans les protocoles, dans les expertises, dans les arguments, les conclusions des avocats, la mère, souvent, certaines fois le père, et Munchausen par procuration, puisqu'on n'a plus le droit de parler du SAP. Tant qu'on sera sur une méthode que moi j'estime archaïque, dans l'appréhension en fait des faits sexuels, on ne pourra qu'amener encore pour de nombreuses années à des problèmes de classement sans suite, à une annulation de la parole d'un enfant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour juger de la crédibilité de la parole d'un enfant, on utilise encore et toujours la sacro-sainte doxa freudienne. Cet homme est l'un des plus grands qui ait jamais vécu. L'un des 3 ou 4 à qui nous devons l'essentiel de ce que nous sommes. Son nom, Sigmund Freud. Freud a dit par exemple que le plaisir de ce bébé qui tète sa mère peut se décrire comme un plaisir sexuel, où les lèvres jouent le rôle de zone érogène, comme les organes génitaux chez les adultes. De ce petit ange de 3 ans, Freud a dit que c'est sur la zone anale et sur le jeu expulsion-rétention de la défécation que se fixe sa sexualité. Freud a dit que les petits garçons étaient amoureux de leur mère et jaloux de leur père. Oui, pourquoi pas tout cela, dites-vous? Pourquoi pas pour les autres? Mais non, Freud a dit que c'était le cas pour vous, pour nous tous, pour chacun de nous. L'instrumentalisation de la pensée freudienne a fait beaucoup de dégâts parce que certains avocats, certains magistrats l'utilisent pour disqualifier encore plus l'enfant en disant « ça c'est normal, de toute façon tous les enfants sont pervers », même Freud l'a dit. Si l'enfant libère sa parole, c'est du fantasme et c'est de l'imaginaire, c'est du fantasme oedipien et c'est de l'imaginaire, et donc, quoi qu'il en soit, sa parole est discréditée. À l'origine, avant le complexe d'Oedipe, Freud avait eu une toute autre intuition. Il pensait, avec plus de bon sens, que l'origine des névroses et des traumatismes était due à une stimulation sexuelle à un âge présexuel. C'est ce qu'on appelle la première topique. Et puis, à partir de 96-97, il a eu connaissance d'un certain nombre de secrets de famille qui ont fait que l'histoire de la réalité des violences sexuelles, de l'inceste, c'était juste plus gérable pour lui. Et du coup, il a fait un changement à 180 degrés. Sigmund Freud a renoncé en quelque sorte au traumatisme réel et concret pour se focaliser sur le fantasme sexuel. En effet, dès l'année suivante, sous peine de se voir marginalisé par la bonne société viennoise où il évolue, il va renoncer à sa première idée sous la pression de ses pairs, sans parler du sien de père. Comme Freud lui-même le révèle à son ami Wilhelm Fleiss, son père Jacob Freud forçait son frère et ses sœurs cadettes à lui prodiguer des fellations lorsqu'ils étaient enfants. Il écrit « Mon père était un de ces pervers. Il est cause de l'hystérie de mon frère et de celle de plusieurs de mes jeunes sœurs. » Freud sort alors le complexe d'Oedipe de son chapeau. Cette théorie nous a imprégné notre société, nos écoles de psychanalyse, nos facultés de médecine, nos facultés de psychologie, et nous a appris en quelque sorte à délaisser le corps et à lui préférer le fantasme et l'esprit. La psychanalyste suisse Alice Miller sera la première à oser dire clairement que Freud s'est fourvoyé. Les disciples
répète ce que Freud a décidé. Il a décidé d'abandonner la vérité parce qu'il n'a pas supporté toute la vérité sur l'abus de l'enfant. Et il a supprimé la vérité et il a fondé, on peut dire comme ça, fondé une école où la répression de la vérité, de la réalité de l'enfant était institutionnalisée. Alors dans la psychanalyse, il n'y a pas de place pour la réalité. Mais personne n'écoute Alice Miller. Ce qui amènera une autre psychanalyste aussi révérée que Françoise Dolto à en conclure que puisque l'enfant fantasme, l'inceste ne peut pas exister. Dans l'inceste père-fille, la fille adore son père et est très contente de pouvoir narguer sa mère. Question. Donc la petite fille est toujours consentante. Françoise Dolto, tout à fait. Question. Mais enfin, il y a bien des cas de viol. Françoise Dolto, il n'y a pas de viol du tout. Elles sont consentantes. Vous voulez les preuves que c'était vraiment... Non, je vous crois. Je veux pas, bon, je sais que vous me croyez, mais cet extrait... personne ne le croit, voyez. Je l'ai lu, moi, ça, c'est vrai. Ah oui. Je me fais très bien de l'avoir lu. C'est d'en choisir. Alors, j'ai pensé que c'était moi qui n'avais pas le QI pour comprendre tout Dolto. J'ai été soufflée. Mais je l'ai lu. Dès lors, puisque même Dolto dit que l'enfant ment, impossible pour les professionnels de l'enfance de défendre des menteurs. J'ai rencontré une petite fille qui est venue me voir au cabinet et j'ai, suite à des révélations de maltraitance, effectué un signalement, comme me l'oblige ma déontologie. Et là, j'ai eu quelques mois plus tard une plainte du père à l'ordre des médecins qui est venu se plaindre de moi, de la façon dont j'avais, selon lui, géré la situation. J'ai été interdite d'exercer la médecine pendant 3 mois. Moi, on m'a reproché l'immixtion dans les affaires de famille, jusqu'à me reprocher d'avoir fait un signalement au juge des enfants. On n'est pas suffisamment protégé quand on fait des signalements. On sait qu'on va avoir des représailles derrière, des parents qu'on signale, peut-être de l'ordre parfois. Et donc effectivement, les médecins ne sont pas en sécurité pour signaler. Et ne sont pas assez non plus entourés. Quand un médecin signale les agissements pédocriminels d'un autre médecin, les chances de voir une procédure aboutir sont quasi nulles. Le chirurgien Joël Le Squarnec a ainsi pu abuser d'une multitude d'enfants tout au long de sa carrière, malgré les signalements répétés de plusieurs confrères dont personne n'a voulu tenir compte. Le Squarnec ne sera arrêté qu'en 2017. Vous avez un chirurgien qui est actuellement en prison, mais qui attend le jugement sur le viol de 349 enfants sur leur lit d'hôpital où il officiait comme chirurgien. Eh bien, ce Toubib, en 2005, fait l'objet d'un signalement. Que s'est-il passé? Classement sans suite. Et aucune interdiction, ce qui se fait normalement lorsqu'il y a un signalement de ce type, aucune interdiction d'approcher des enfants. J'étais une enfant de 5 ans quand, un dimanche, mon oncle m'a prise en photo et a voulu regarder sous ma robe et m'a caressé les fesses en me disant que j'avais un très joli maillot de bain. À chaque fois qu'on se voit, il y a toujours des mains baladeuses, on va dire, et qui vont de plus en plus loin et profondément. Ça a débuté, j'avais 5 ans à peu près, jusqu'à 13 ans où je me suis enfermée dans ma chambre pour pas qu'il pénètre la nuit. J'ai été victime de viol pendant 6 à 7 ans. Ma mère travaille en milieu hospitalier. Elle a des horaires atypiques et du coup, elle peut pas s'occuper de moi tous les jours. Donc les amis de mes parents lui proposent de me garder. Je dors chez eux plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Et donc le violeur en profite la nuit pour se rendre dans la chambre où je dors. J'essaie de résister. Et puis comme il agit de nombreuses fois, on finit par se dire qu'on n'a pas le choix et qu'il faut se laisser faire. Ça va durer plusieurs années, à de nombreuses reprises. Et les mots n'arrivent pas à sortir parce qu'il a tellement longtemps dit « je ne fais rien de mal, c'est notre secret » que j'arrive pas à sortir de ce silence.
J'en parle à personne parce que je ne veux pas que ma mère culpabilise. Je pense qu'on ne va pas me croire et donc je n'en parle pas. Je devais avoir 24 ans, je pense. J'ai appelé en disant, voilà, j'ai été victime dans mon jeune âge. Quand j'ai appelé, on m'avait dit que les faits étaient prescrits et que je ne pouvais rien contre cet homme. Et la personne que j'ai eue au téléphone, je lui ai dit, il est dangereux, il est en contact avec les enfants. Là encore, ça a été un mur de silence. J'en parlerai à ma famille quand en 2017, un appel de la gendarmerie qui me demande si je connais monsieur Untel. Cet appel, même s'il est douloureux, c'est finalement une délivrance. Je me suis rendu compte que de toute façon, il n'y a pas que moi qui l'avais... C'est douloureux parce que à ce moment-là, je comprends que je ne suis pas la seule victime. Puisque pourquoi je n'ai pas parlé non plus quand j'étais enfant, c'est parce que je pensais que j'étais la seule, en fait. Alexandra et Stéphanie ont longtemps préféré se taire et ressasser seuls leur traumatisme. Mais d'autres victimes ne recouvrent la mémoire de leur viol que bien des années après. C'est l'amnésie traumatique, refouler l'indicible, le viol subi enfant, l'effacer de sa mémoire. C'est un mécanisme psychique inconscient qui permet de survivre. Cette amnésie affecte de 40 à 60% des victimes. Elle peut durer des décennies, voire toute la vie. Lorsque les souvenirs du viol refont surface, les faits sont souvent prescrits. Son viol à l'âge de 3 ans, l'actrice et chanteuse Marie Laforêt ne s'en souvint qu'à 60. Elle fut l'une des premières à oser parler publiquement de son amnésie traumatique. J'ai revécu très exactement tout ce qui s'était passé, le nom du monsieur, son costume, sa manière de faire, tout. Tout est revenu en même temps. Et il m'a été impossible d'en parler pendant d'abord 3 jours et 3 nuits de crise de larmes. Mais après, très difficilement, j'arrivais à donner des bribes. On sait qu'une partie considérable de ces amnésies traumatiques se prolonge 20 ans, 40 ans. Et les viols que j'ai subis enfant me sont revenus à l'âge de 37 ans. J'ai beaucoup de souvenirs extrêmement précis de mon enfance qui sont remontés comme une espèce de bombe atomique. J'ai été également violée par 2 cousins. Ces cousins avaient 13 et 15 ans, donc j'en avais 12. Quand j'en ai parlé, ça a été à l'âge de 25 ans, ça a été un cataclysme. Et en fait, il m'a sauté dessus pendant que son cadet m'a retenu les mains et l'aîné m'a mis son sexe dans la bouche. La violence était telle que réellement, je pense que j'ai cru mourir. C'est-à-dire que c'était tellement violent, insupportable. Et puis, en fait, c'est ce qu'on appelle de la dissociation traumatique. C'est-à-dire que je sors de mon corps. Je suis sorti de mon corps. C'est comme une intrusion du passé dans ton présent. C'est comme un vieux grenier que tu ouvres et tu vois tous les objets, les jouets qui viennent d'un coup. Et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. C'est un fait que j'ai reçu en pleine figure. Vous ne pouvez en aucun cas le confondre avec autre chose, ni avec une prémonition, ni avec une histoire de confusion mentale. Il ne s'agit pas de confusion mentale. Au contraire, vous êtes d'une excessive précision. Lorsque un être humain connaît des violences qui dépassent ses capacités d'adaptation, et une partie de son cerveau qui s'appelle l'amygdale va inonder cette personne de neuromédiateurs de stress. Les choses vont tellement vite que le cerveau, en fait, il se disjoncte, en fait, réellement. Ces neuromédiateurs de stress sont conçus par la nature pour nous protéger et nous permettre de nous défendre ou nous enfuir devant l'adversité. Mais malheureusement, dans le cas de violences sexuelles subies par l'enfant, cet afflux massif de neuromédiateurs de stress est neurotoxique. La première chose qui s'est passée à l'intérieur de moi, quand mon cerveau a libéré ce souvenir, c'est de hurler le surnom de mon agresseur. Et ce surnom, c'était Jeannot. Je crois que c'est du même domaine que l'autisme, l'évanouissement ou le coma. Il y a un épisode douloureux et on va décider d'y mettre fin. La pensée a volé en éclats par l'irruption du trauma, l'émotion est anéantie pour éviter l'implosion. La scène du viol qui est remontée, c'est-à-dire je vois sa gourmette,
je vois ses sous-vêtements, et si tu veux, je vois tout à la hauteur d'un enfant. Donc là, en l'occurrence, le premier viol qui est remonté, c'était une fellation. Et il a confirmé, parce que plus tard j'ai déposé plainte, il a confirmé tous les souvenirs qui me sont remontés, mais évidemment, il a nié les viols. Vivre l'émergence de ces flashbacks laisse un goût d'étrangeté dans la vie de ces personnes-là. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Enfin, t'as l'impression de vivre un peu une science-fiction. Et donc, j'ai tout remis dans un tiroir. Mais ça ne marche pas parce que quand la boîte de Pandore elle est ouverte, les souvenirs sont là, prégnants. Et à ce moment-là, tu tombes dans ce qu'on appelle un stress post-traumatique. Et c'est au bout d'un très long processus, effectivement, que la personne peut s'approprier cette mémoire. Les prédateurs et les incesteurs, de façon générale, savent très bien que le cerveau d'un enfant va disjoncter quand ils s'en prennent à lui. Le fait de ne pas reconnaître l'amnésie traumatique, c'est-à-dire de ne pas reconnaître ce mécanisme, fait que ça protège les agresseurs. Si l'amnésie traumatique est un mécanisme de survie, l'amnésie traumatique, comme tous les autres mécanismes de survie des victimes, ne permettent pas de fonder une vie. J'ai fait des études, je suis devenue journaliste, il y a eu un fonctionnement qui a été possible. Mais à côté de ça, tu passes complètement à côté de ta vie. Survivre implique une dépense énergétique considérable. Survivre implique qu'on tourne le dos à la vie. Survivre signifie qu'on passe à côté de sa vie. Survivre signifie qu'on déploie le plus clair de son temps et de sa vie à lutter contre l'émergence du trauma. La priorité, elle est dans la protection des victimes. Il faut absolument les protéger. Donc, ce qui est une culture de la protection qu'on n'a pas en France du tout. La deuxième priorité, c'est le soin, parce que je veux dire, une victime qui n'est pas accompagnée, qui n'est pas soignée, elle va être hyper exposée et hyper vulnérabilisée. Et la troisième priorité, c'est que les victimes puissent porter plainte. Quand t'as rien, quand t'as personne, quand t'as été violée enfant, tu peux développer des fibromyalgies, tu peux développer des addictions long terme. Et quand je parle d'addiction, c'est vraiment jusqu'à aller fumer du crack à Stalingrad. Hein. C'est-à-dire que cette espèce de cage où sont enfermés les souvenirs de viol fait qu'il y a toute une zone de ma vie qui n'a pas pu se développer. C'est-à-dire que j'ai eu une vie intime hyper compliquée, j'ai eu à l'adolescence des troubles du comportement alimentaire, j'ai eu une phobie scolaire, j'ai eu une dépression, et qui fait que, en fait, j'étais quelque part dissociée de l'être profond que j'étais. Tant que ma mémoire traumatique ne s'était pas libérée. J'ai des flashs très très précis. J'ai eu un retour d'amnésie traumatique quand j'avais 17-18 ans. J'étais pas prête à en parler du tout. Donc j'ai tout gardé pour moi. Donc je me suis plongée dans des addictions comme le shit, la beuh, l'alcool, beaucoup. Il fallait que je m'anesthésie pour dormir en fait. Et c'est comme ça que j'ai vraiment basculé dans les addictions. De drogue et d'alcool. Les femmes le payent très cher. Nombreuses parmi elles passent à côté de leur féminité, passent à côté de leur sexualité, passent à côté d'une vie de couple et passent même à côté de la possibilité d'être mère. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'une fois que les victimes sortent de l'amnésie traumatique, elles puissent, si elles le souhaitent, être en mesure de déposer plainte. Aujourd'hui, on peut porter plainte jusqu'à 48 ans quand on a été victime de viol. Et ce, si on a moins de 38 ans en 2018. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en fait Pourquoi d'un seul coup, on devrait laisser cette chance aux agresseurs d'être oubliés par la société? L'imprescriptibilité est vraiment très importante parce que ce que n'ont pas compris la majorité des gens, c'est qu'un auteur, en général, est un auteur à répétition. On a orienté vers la paix sociale envers les agresseurs en leur disant non, voilà, il y a un moment, il y a la prescription et vous ne pourrez plus être accusé des crimes que vous avez commis. Et on va dire à la victime, bon, par contre, alors toi, secoue-toi, faut que tu parles avant 48 ans. Et puis après, écoute, non. Après, c'est fini, c'est oublié, tu comprends. Et toi, victime de viol dans l'enfance, tu vas prendre sur toi, tu vas faire tout un travail pour être sur un chemin de résilience. C'est ton problème. Donc, tu vas te payer tes soins, tu vas te payer ta thérapie, ça va te coûter très, très cher. Tu vas probablement être une personne en marge, puisque malheureusement, ça arrive aussi d'être en marge parce qu'on a été violé dans l'enfance, parce que psychologiquement, on ne trouve pas l'équilibre pour avancer. Là, on te dira, ouais, mais t'as pas parlé assez tôt, il aurait fallu que tu te bouges le cul avant. L'inceste, les viols d'enfants sont des crimes. Ce sont des génocides. Ce sont des crimes qui devraient être imprescriptibles. Sans débat, sans multiplication de décrets, de ceci, de cela. Je suis pour l'imprescriptibilité.
des crimes commis sur les enfants dans l'idée, dans le symbole. Et la loi est là aussi pour poser, je dirais, une valeur, un symbole. Je suis pour cela. Si déjà on pouvait prendre bien en charge les dossiers qui ne sont pas prescrits, alors je serais plus à l'aise pour prendre une parole forte, pour débattre, théoriser, venir presque philosopher autour de la valeur de cette imprescriptibilité-là. Mais moi, je suis dans l'urgence. Je suis dans l'urgence de la protection des enfants qui viennent me voir. Aujourd'hui, il faut impérativement entendre les enfants pour ne pas avoir une société cabossée, pour ne pas avoir des adultes traumatisés quand ils arrivent, s'ils ne se sont pas suicidés avant. Les enfants sont traumatisés, ils sont morts, c'est un crime, ils sont tués, c'est un génocide. C'est un génocide au sens de crime identitaire, de crime dans la filiation. Celui censé vous protéger, votre père, votre parent, votre mère, votre grand-père, votre enseignant, celui censé vous protéger vous a violé, vous a anéanti, vous a massacré. Ça ne devrait même pas être discutable. Le fait symbolique de pouvoir dire « je dépose plainte », même si l'auteur est mort, même si l'auteur est grabataire, même s'il n'y aura probablement pas d'enquête parce qu'il n'y a plus de preuves. Comme s'il y avait une date de péremption sur les crimes, alors que ces crimes-là nous accompagneront jusqu'à nos cercueils. Je trouve ça abject. Et au regard du nombre d'enfants victimes, au regard du nombre de victimes dans la société, je pense que le parallèle avec le crime contre l'humanité réellement doit se poser réellement. Le fait de pouvoir déposer plainte est quelque chose de fondamental parce que ça restaure l'humanité des personnes blessées psychiquement. C'est absolument fondamental. Et ça participe à être une société respectueuse des droits des hommes, des femmes et des enfants. Parce que quand on voit les conséquences et toutes les conséquences en matière de santé publique, en matière de construction de soi, tout ce qu'il peut y avoir justement qui sont en lien avec ces crimes, je pense que ça nécessite l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. Ça, c'est fondamental. C'est rendre cette humanité, cette dignité à des gens qui en ont été totalement dépossédés. Et là, il y a une très forte responsabilité des politiques. S'il n'y a pas cette décision, on n'en sortira pas. Au-delà de l'inceste, depuis plus de 20 ans, nous alertons sur la réalité des réseaux pédocriminels, extrêmement lucratifs et structurés. Ce sont nos voisins belges en 1996. Ce sont ces 300 000 personnes vêtues de blanc venues crier « Ne touchez pas à nos enfants » après la révélation de l'existence d'un vaste réseau pédocriminel qui m'ont alerté. Puis surtout, c'est la façon écœurante dont elles furent roulées dans la farine par les pouvoirs exécutifs et législatifs qui m'a ouvert les yeux. Dutroux, prédateur isolé ou pourvoyeur d'un réseau? Les 8 années d'enquête n'ont pas apporté de réponse à cette question qui hante tout un pays. Dans le cas de l'affaire Dutroux, cette pénible affaire Dutroux, je me trouvais en vacances dans le Midi et il m'a fallu quand même un certain temps pour me rendre compte combien en Belgique les gens étaient sensibles à ce problème. Sensibles à ce problème, sensibles au viol et au meurtre de leurs enfants. Pauvre homme. Maintenant, avec l'expérience, j'agirais différemment. Vous reviendriez tout de suite. Je serais revenu plus vite. Dès lors, la justice française, soucieuse de maintenir la paix civile, s'inspira de l'énormité du mensonge belge qui était passé comme une lettre à la poste. Elle transforma invariablement les Émile Louis, Patrice Allègre et Michel Fourniret, tous pourvoyeurs en chair fraîche de réseaux, comme Dutroux, en simples prédateurs isolés. Politiques, magistrats, policiers, journalistes, se côtoyant bien souvent dans des cercles fermés, déployèrent des trésors de prudence pour minimiser une réalité que le peuple ne devait pas savoir. Les réseaux pédocriminels existent. Arrêter un pédocriminel, le juger, ça fait le buzz. Ça donne l'impression que la lutte contre la pédocriminalité est prioritaire. Sauf qu'on omet toujours sciemment la vraie question. De quoi vivaient-ils ces serial killers ? Violer, tuer, ça ne rapporte rien. Alors qu'enlever des enfants, des ados, des fugueuses ou des handicapés mentaux pour les fournir à d'autres, c'est très lucratif. Tout a été mis en œuvre depuis 25 ans pour que cette vérité ne sorte jamais. L'histoire
de réseaux criminels, c'est vraiment le fantasme par excellence des journalistes, des associations, tout ce qu'on veut. Véronique a 20 ans. Depuis l'âge de 5 ans, elle a vécu l'enfer. Violée, prostituée par ses parents qu'elle a dénoncés et qui attendent de comparaître devant la cour d'assises, elle est parvenue à échapper à ceux qu'elle désigne comme ses bourreaux. On se fait battre, on se fait mettre des objets dans les orifices, on se fait... Il y a des fois des sacrifices d'enfants pour rendre grâce à Satan. Vos parents, comme tous les parents de ces enfants dont vous nous parlez, vendaient leurs enfants. Exactement, puisque ça rapporte un certain pourcentage d'argent, puisqu'un enfant qui a moins de 8 ans vaut 22 000 francs. D'où viennent-ils ces enfants? Les enfants qui sont sacrifiés ne sont pas déclarés ou sont des enfants étrangers. Notamment quand j'étais sur Agen, c'était des enfants, c'était des petits Africains, ils étaient noirs. Sur Jalais, j'en ai vu aussi, sur Nanterre aussi, mais c'était des petits blancs, des Français, mais c'est des enfants nés de viol. Ce sujet de 2001 fut le dernier sur une grande chaîne nationale à oser parler de réseaux pédocriminels. Plus personne n'osa s'aventurer sur ce terrain. Véronique s'était retrouvée sur les fameux CD-ROM de Zandvoort, au milieu de 8000 autres photos pédopornographiques. Une affaire tentaculaire qui ne fut jamais jugée. Donc c'est bien elle qu'elle a reconnu, elle a dit ça c'est moi. Voilà, c'est ça, hein. c'est tout à fait ça. Elle dit c'est moi. Elle le dit devant l'inspecteur de police et en même temps qu'elle s'identifie, elle identifie 5 de ses copains et copines d'enfance. Donc ça veut dire qu'il y a une organisation et qu'il y a un réseau. Au sommet, personne n'avait envie de se retrouver avec une marche blanche en France. Alors, enquête bâclée, jugement bidon, lampiste condamné, réseau qui continue, fermez le banc. Saviez-vous qu'entre 2018 et 2020, 18 292 enfants migrants se sont volatilisés en Europe, soit 17 disparitions par jour? Qui vous en a parlé? Qui les cherche? Ils sont passés où, à votre avis? La classe journalistique, dans sa très large majorité, hélas, s'est offusquée à chaque fois qu'on a franchi ce qu'elle appelle elle-même la ligne rouge. Mais qui l'a tracée, cette ligne? Et au nom de quoi? De valeurs morales? Les valeurs morales, celles de la République, elles sont foulées aux pieds tous les jours par bon nombre de ceux qui sont censés les incarner. Un exemple, le tueur au visage grêlé, pédocriminel notoire, il a fallu 35 ans pour l'identifier. C'était un ancien gendarme, puis motard de la police avant de finir à la brigade des mineurs. Il s'est suicidé avant d'être entendu. Un autre exemple, Michel Joubrel, substitut du procureur général près la cour d'appel de Versailles, est condamné en 2006. Plus de 16 330 fichiers, photos et vidéos de pornographie enfantine avaient été saisis sur son ordinateur. Il encourait 5 années de prison. Il n'a écopé que de 8 mois avec sursis et 1 000 € d'amende. Coïncidence? Ce même Joubrel s'était empressé de faire muter sa collègue Martine Bouillon pour avoir eu le courage de dire la vérité à une heure de grande écoute à la télévision. Mais je sais et je peux vous dire qu'en région parisienne, j'ai effectivement eu connaissance de charniers d'enfants. Je pèse mes mots. Je n'en dirai pas plus parce qu'il y a une instruction en cours. Mais voilà. La question des réseaux est une réalité. Quand vous savez qu'un tel, on fait partie de réseaux pédocriminels, qu'il y a des enjeux derrière avec certains partis politiques, certains hommes de puissance, certaines personnes qui font partie de la bourgeoisie locale, des notaires, des magistrats, des médecins, etc., ça dérange beaucoup de monde. Vous avez signé une tribune, monsieur Jack Lang. C'était il y a 40 ans, 77, avec d'autres signataires et même des grands noms, mais il y avait aussi Gabriel Matzneff, une tribune pour décriminaliser les rapports sexuels avec les jeunes. C'est une connerie. Aujourd'hui, nous sommes en lutte les uns et les autres contre l'inceste, les atteintes à la pédophilie, les atteintes aux mineurs. C'est révoltant. C'est effectivement révoltant, ces atteintes à la pédophilie, comme il dit. C'est certainement pour les dénoncer que Jack Lang s'est vu offrir 58 000 $ par Jeffrey Epstein. Lorsque la question a été posée à Jack Lang, il a répondu laconiquement que c'était pour faire un film. On n'a toujours vu ni le film, ni le début du scénario d'ailleurs. Trêve de plaisanterie. On nous avait seriné depuis 25 ans que puisque les réseaux pédocriminels n'existaient pas, nous perdions notre temps à les combattre.
jusqu'au 10 août 2019. Ce jour-là, avec le suicide de Jeffrey Epstein, organisateur avéré d'un réseau international de pédocriminalité fréquenté par les grands de ce monde, il est devenu impossible, même aux plus obtus, de nier l'évidence. Un réseau, c'est quoi? Ce sont des pervers qui, quelle que soit leur classe sociale, s'associent pour échanger des proies ou des images des viols ou des meurtres de leurs proies. Internet est leur cheval de Troie. Le viol d'une gamine, chez elle, par un proche, peut être partagé dans la minute, dans plusieurs pays, via une webcam. Ce qui est important aussi de comprendre derrière ces images, c'est que ce sont de vrais enfants. Ce ne sont pas des avatars, ce sont des vrais enfants. Et chaque image qui circule, c'est un enfant qui est abusé, violé. C'est la plus importante saisie de documents pédophiles jamais réalisée par les gendarmes. Plus de 2 millions de photos, 28 000 vidéos. 310 Français ont ainsi été interpellés depuis lundi dans 78 départements de métropole et d'outre-mer. Ils possédaient sur leur ordinateur des images ou des films à caractère pédophile. Plus de la moitié d'entre eux ont déjà reconnu les faits. 2 pères de famille ont même avoué avoir commis des agressions sexuelles sur des enfants de leur entourage. Les suspects âgés de 19 à 70 ans sont des hommes issus de toutes classes sociales, étudiants, ouvriers ou chefs d'entreprise. C'est un business extrêmement lucratif. Une commande de viol d'enfants se monnaie de 5 à 20 000 euros. De quoi créer des vocations de vidéastes amateurs. Pour lutter contre, la France n'a que la plateforme Pharos, qui doit en plus lutter contre le terrorisme et les escrocs. Si vous détectez un contenu qui vous paraît illicite sur Internet, signalez-le sur la plateforme Pharos. Pharos, c'est 20 policiers et gendarmes. 20 personnes? C'est largement insuffisant quand on sait qu'annuellement circulent 45 millions d'images pédopornographiques. La problématique, c'est qu'ils sont assez limités dans leurs moyens, dans les pouvoirs aussi que leur donne la loi, et puis surtout dans les moyens humains. Parce qu'on n'a absolument pas les moyens d'identifier tous ces pédocriminels qui sont derrière leurs écrans et de protéger toutes ces victimes. De la même manière qu'on traque les terroristes, qu'on traque les dealers, il faudrait qu'il y ait une vraie volonté politique d'aller chercher le pédophile. Chercher le pédocriminel en y mettant les moyens, une cellule dédiée, une plateforme accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour signaler un contenu, aller jusqu'au bout de l'enquête. La pédocriminalité a gangréné toutes les couches de la société, y compris celles censées nous en protéger. Première d'entre elles à s'être couverte de honte, l'Église catholique, prônant la chasteté avant le mariage, mais pratiquant allègrement la pédophilie. Elle a fini par reconnaître publiquement sa responsabilité. Pedimos perdón por los abusos de conciencia, abusos sexuales por parte de miembros cualificados de la Iglesia. Un exemple qu'il serait temps que d'autres institutions partageant le même goût du secret suivent. L'éducation nationale s'est particulièrement illustrée dans son art consommé de l'omerta. Sa technique, celle de l'écran de fumée. Muter discrètement les prédateurs sans alerter la justice. L'important étant de préserver l'image de marque, pas de sauver des petites victimes. Une nouvelle affaire de pédophilie présumée dans l'éducation nationale. Ce professeur est un récidiviste. Il avait déjà purgé 2 peines pour des agressions sexuelles sur mineurs. Et visiblement, l'éducation nationale ignorait son passé judiciaire. Déjà condamné pour détention d'images pédopornographiques en 2006, l'accusé, professeur de collège à Orgères en Ille-et-Vilaine, n'a été suspendu que près de 10 ans plus tard. En 1997, à Caen, il écope de 2 ans de prison avec sursis. En 2006, à Grasse, une peine similaire est prononcée. Lors de son recrutement, l'inspection académique a pourtant bel et bien eu accès à son casier judiciaire. Le document, le voici. Il n'y a aucune trace d'antécédent. Normalement, les procureurs sont tenus de signaler les condamnations d'enseignants ou directeurs d'école. Mais c'est juste une circulaire, ce qui n'a aucune valeur juridique. Tant que ce ne sera pas une loi, pourquoi les signalerait-il ? Le hic, c'est que cette personne travaille ici, dans ce collège Albert Camus. Elle fait partie de l'équipe de direction. On ne sait pas exactement quelle est sa fonction. Le procureur, par intérim, souhaite conserver son anonymat par respect de la présomption d'innocence. À la barre, le professeur explique qu'il était tout simplement amoureux. Je n'avais plus pied dans la réalité, j'ai complètement dérapé, je n'ai pas d'excuses. Quand j'étais avec elle, c'était une petite amie, pas une élève de 14 ans. Il a été condamné pour atteinte sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans à 18 mois de prison avec sursis.
Je vous le disais, dans le Var, un enseignant de l'école Marcel Pagnol à Montauroux vient d'être mis en examen pour consultation et détention d'images à caractère pédopornographique. Une nouvelle affaire de pédophilie dans le milieu éducatif. Un jeune homme de 27 ans, surveillant dans un collège de Villeneuve-d'Ascq et entraîneur de football pour des jeunes de moins de 14 ans, a été mis en examen pour viol et corruption de mineurs. Pédophilie, bravo l'école. Une accusation en lettres capitales contre l'éducation nationale sur les murs du collège de Villemoisson. Oui, l'institution a laissé exercer un enseignant de l'établissement déjà condamné pour pédophilie. Dans mon cabinet, je reçois une population, je dirais, à un tiers des enfants qui viennent dans mon consultation sont concernés par la violence sexuelle. 20% de ces enfants ont connu des violences dans le cadre scolaire ou périscolaire. Si aujourd'hui, on commence à comprendre que dans les écoles, nos enfants peuvent être mis en insécurité, peuvent être exposés à des abus sexuels, il y a un pacte social de confiance qui est rompu. Et là, l'éducation nationale peut sombrer dans le pacte qu'elle avait entretenu avec les familles. Donc il y a un enjeu énorme de paix sociale qui est entre les mains de l'éducation nationale. Confrontés à ce danger, les syndicats d'enseignants préfèrent noyer le poisson. Infractions, délits ou crimes sont rares. Pour le SNIPP, l'administration est plutôt scrupuleuse. C'est vrai que l'administration est plutôt assez rigoureuse. Il y a pour des faits parfois de violence, même verbale, l'administration retire des enseignants ou réaffecte les enseignants. Donc il y a quand même une prise en compte, c'est pas fait à la légère. J'ai fait les premières instructions contre la pédophilie dans le milieu scolaire. C'était un tabou. Avant, on mutait discrètement les pédophiles, si possible dans les Outre-mer. Comme ça, c'était loin, on n'entendait plus parler. Le principe, c'est celui de croire l'enseignant, de mettre à sa disposition des avocats, de mettre à sa disposition une cellule psychologique, de mettre à sa disposition un parcours professionnel provisoire, lui maintenant son salaire, pour lui garantir tous les moyens de défense nécessaires. À aucun moment dans les décisions du rectorat, de l'inspection académique, je vais avoir une ligne qui va amener une prise en charge de l'enfant qui dénonce ou des enfants qui dénoncent. J'assiste à chaque fois au même aveuglement de la part de nos institutions et des personnes qui sont mandatées par la République pour effectivement identifier ces personnes-là et éviter qu'elles atteignent les enfants. C'est pour dire à quel point tout ce qui touche l'éducation nationale, il y a un silence, il y a une chape de plomb qui est mise parce que, tout simplement, l'école est censée être un lieu de sécurité. Le mur, il existe depuis longtemps. Il y a quand même une affaire qui a fait légèrement bouger les frontières de ce mur. C'est l'affaire Villefontaine, qui est un enseignant de primaire et directeur d'école qui a commis des abus, des viols, des agressions sexuelles sur plus de 80 élèves. C'est dans sa cellule de la prison de Lyon-Corbac que Romain Farina a été retrouvé pendu vers 5h40 ce matin. L'ancien directeur d'école était mis en examen et écroué depuis 1 an. L'affaire éclate en mars 2015 à l'école du Mas de Lara de Villefontaine. 3 enfants auraient été agressés sexuellement par le directeur de l'établissement. Très vite, des dizaines de cas similaires sont révélés dans 3 écoles où l'homme avait exercé. Au total, une 60aine de plaintes déposées. Son suicide survient alors que des progrès dans l'enquête venaient d'être révélés. Des supports informatiques retrouvés à son domicile ont montré que ces agressions avaient été filmées. Inutile de dire qu'on n'a jamais retrouvé les vidéos. La ministre de l'Éducation de l'époque eut alors une réaction qui interroge sur le peu d'intérêt qu'on porta aux victimes. Nous avons été informés, le garde des Sceaux et moi-même, ce matin tôt, du suicide de l'ex-directeur d'école de Villefontaine qui avait été mis en cause pour des faits de pédophilie. Je suis sous le choc. Je suis sous le choc parce que je pense à la fois d'abord à la famille de cet ex-directeur d'école. Quand un enfant est victime dans une école, les parents, à un moment donné, vont se poser la question de « est-ce que mon enfant peut rester dans cette école ?» S'il reste dans cette école, il est à nouveau au contact avec le lieu où il a vécu un traumatisme, où il a vécu un abus sexuel. Les parents vont se poser la question de changer l'enfant d'école. C'est un enfer.
C'est-à-dire que ça va être des mois de négociation avec le rectorat qui va considérer que l'enfant n'a pas à être changé d'école, que ça serait un drame pour l'enfant de changer d'école. C'est-à-dire que le souci premier est la protection de l'enseignant, la protection de l'enfant, son bien-être psychologique et le cadet des soucis dans ces dossiers-là au niveau des rectorats. Et une fois que l'enfant commence à présenter un certain cortège de symptômes, ces personnes-là demeurent sourdes et aveugles à sa souffrance. On est dans cette espèce de musellement. Donc c'est ça qu'il faut détricoter. C'est ça qu'il faut arriver. Je pense que l'État doit mettre son nez, mais encore faudrait-il qu'à la tête de l'État, il y ait des gens qui soient conscients de ça et qui veulent mettre vraiment leur nez dans ce qui se passe à l'abri des institutions bien fermées. Autre institution tutélaire où le grand ménage s'impose d'urgence, les anciennes DAS, rebaptisées Aide sociale à l'enfance. Les dysfonctionnements y sont légion. Le sort de 350 000 enfants s'y joue. Manque de structures d'accueil et surtout de personnel qualifié pour gérer des enfants qui arrivent déjà cassés et reproduisent sur d'autres enfants les violences sexuelles qu'ils ont endurées, quand ce ne sont pas les encadrants qui dérapent. Je m'appelle Lies, j'ai 25 ans et je suis un ancien enfant placé. J'étais un enfant réservé, timide et j'ai eu peur, très peur. Quand on montre pas les dents, quand on montre que l'on ne se défend pas, c'est le prétexte pour assouvir les pires violences sans aucune condamnation. J'ai été victime de viol par un jeune plus grand que moi. Souvent, les enfants victimes d'agressions comme ça, sexuelles ou autres, sont placés. Donc, ils ont vécu ce traumatisme-là. On les remet dans des instances. Suivant les instances, ils peuvent à nouveau se faire re-agresser sexuellement et on les accompagne pas en sortant. Ultime chapitre de ce voyage en pédocratie, posons-nous la question. Peut-on continuer à trouver normal que ce soit aux petites victimes de viol d'apporter la preuve qu'elles l'ont été ? Aux États-Unis, quand quelqu'un est violé, dit avoir été violée, c'est à la personne qui est mise en cause de prouver qu'elle n'a pas violé. En France, c'est l'inverse. Et c'est absolument hallucinant parce que c'est très déshumanisant. Notre système en France est celui d'imposer au plaignant d'apporter la preuve d'une infraction. Celui qui est mis en cause, avec le principe de la présomption d'innocence, n'a jamais à faire la démonstration que l'infraction n'existe pas. Nous, on a systématiquement la présomption de mensonge qui nous colle à la peau, alors qu'un enfant doit être protégé dès le départ. C'est pas moi qui le dis, ce sont les lois internationales. La charge de la preuve de la réalité d'une violence sexuelle faite à un enfant appartient donc à l'enfant, et c'est là où ça devient totalement ubuesque, ce système-là, puisque la nature des violences sexuelles est de ne pas laisser de traces, ou très peu de traces. On a très rarement, des lésions génitales. On est plutôt sur des actes de pénétration qui ne vont pas laisser de traces. Des actes de fellation ne laissent pas de traces. Des actes de pénétration anale ne laissent pas de traces. Tout le monde n'est pas capable de voir qu'il y a des violences sexuelles sur les mineurs. Certainement la peur de voir cette réalité qui est terrible, qui est extrêmement douloureuse à supporter. C'est à l'enfant de prouver qu'il a été victime de violences sexuelles, ce qui est impossible. Il faut que la preuve de ces violences sexuelles, la charge de cette preuve, soit quelque part renversée. On ne peut pas continuer à mettre sur les épaules d'un enfant, sur les épaules d'une victime, d'apporter la preuve de sa crédibilité, la preuve de la réalité de son traumatisme, la preuve de ce qu'il a subi, puisque c'est une preuve impossible à son niveau. Vu l'étendue des dégâts, vu le carnage, vu la boucherie, moi comme j'en parle, quand on voit les chiffres réellement des violences sexuelles, encore une fois, moi ça me ravage de me dire qu'il y a autant d'enfants aujourd'hui encore, enfin c'est quelque chose de complètement dingue. On peut se dire qu'effectivement, c'est quelque chose qui touche forcément la classe politique. Ça, c'est inévitable. Alors, est-ce qu'à travers ça, ils cherchent à se protéger ? Les citoyens retiennent que c'est toujours pareil, les politiques, ils sont entre eux dans leur monde, etc. Et en fait, ils sont pas comme nous. Autrement dit, qu'ils vont protéger certains d'entre eux qui ont des pratiques, on va dire, peu louables. Une fois de plus, les politiques, ils se protègent parce qu'ils ont leur petite partie fine entre eux, machin, et puis ils sont dans des réseaux un peu bizarres. Ça peut être vu comme ça. Alors que les violences sexuelles, ça n'a pas de classe, réellement.
Et donc, on est en train, en fait, de complètement changer le sujet, là où notre cœur du sujet, c'était de protéger les enfants, et que les gens se rendent compte que c'était des enfants qui étaient juste à côté d'eux et que ça parle à tout le monde. Je crois qu'il y a un dysfonctionnement institutionnel généralisé. Est-ce qu'il y a derrière ce dysfonctionnement un cerveau, des groupes qui tirent la ficelle? Je ne le crois pas, je l'ignore. Il y a un déni collectif, massif, je dirais, pas que des professionnels. Il y a un déni de la société, il y a un déni dans le monde politique, il y a un déni dans toutes les institutions. L'ignorance est commode, l'ignorance est confortable. Ne pas voir la souffrance et fait l'économie de ces personnes que la République mandate pour protéger les enfants et la société en général, l'aveuglement et l'ignorance et protège notre société de regarder la réalité douloureuse de ces enfants-là. Face au fléau social que nous décrivons, l'ignorance, feinte ou réelle, a offert des avantages indéniables. L'ignorance ne perturbe pas les consciences. La lutte contre la pédocriminalité doit être au centre du débat de cette présidentielle. Le combat mené par toutes les associations, sur tous les réseaux sociaux, pour et par tant et tant de victimes ne fait que commencer. Pour la première fois, depuis quelques mois, l'enfant se trouve au centre des préoccupations de notre société. Ce mouvement qui est en train de se créer autour de la levée du silence, de la levée d'un tabou, ne sera complet que si la justice vient pleinement s'ancrer dans ce mouvement-là. Il est grand temps que le monde judiciaire vienne s'inscrire dans une volonté de faire différemment. Parce que ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui n'a jamais apporté une quelconque réparation à ces enfants. Pire, a créé de nouvelles maltraitances. Protéger l'enfant, y compris quand il ne peut pas parler, c'est un véritable problème. Les politiques n'ont pas la volonté affirmée, authentique, derrière les belles campagnes de communication, de protéger les enfants. On a des politiques qui sont bien à côté de la plaque par rapport à ce qu'on pouvait attendre d'eux, alors que c'était une telle évidence. Eh ben non, rien. Une société qui abandonne ses enfants est une société en perdition. On interroge beaucoup sur quelle va être la direction de cette société. Si cette société abandonne les enfants comme elle continue de le faire, alors que depuis des années, des gens témoignent, je veux dire, on se souviendra tous d'Eva Thomas, qui a été la première et qui a été lynchée médiatiquement. J'étais horriblement angoissée, mais je savais seulement... j'avais le souvenir de mon père sur moi et c'est tout. Mais tout ce qui s'était passé, j'en avais aucun souvenir. Et j'ai mis 30 ans à retrouver la mémoire. Et j'ai donc demandé à mon père de me dire ce qu'il avait fait. Et jusqu'à la lettre de mon père, je me défendais toujours en me disant que c'était peut-être pas vrai. Enfin, il y avait toujours cette espèce d'espoir que c'était pas vrai. Et si vous voulez, on n'a qu'une envie, c'est d'avoir rêvé, effectivement. Je vous propose de nous tourner vers nos amis Gilbert Kahn et Laure Baudouin qui sont à SVP parce qu'ils ont enregistré eux aussi énormément de témoignages. Gilbert Kahn. Ce médecin nous dit « Votre mission est intéressante, je suis amoureux de ma fille adoptive, ma famille le sait, l'accepte, pourquoi semez-vous la zizanie dans les familles ?» Un ingénieur qui nous dit « J'ai des relations quotidiennes avec ma fille de 13 ans, pourquoi empêchez-vous les gens d'être heureux ?» Un agent technique qui dit « On commence, où commence et finit l'inceste, j'ai une fille de 10 ans que j'aime caresser et je me demande si mes impulsions sont coupables. » Et dire qu'on a supporté ça pendant des générations et des générations. Comment les professionnels, psy, médecins, magistrats, policiers ont-ils pu passer à côté de toutes ces souffrances pendant un bon siècle ? Cette volonté d'ignorance, ce déni de la souffrance des victimes, c'est le grand allié objectif de celles et ceux qui freinent le combat contre les violences sexuelles faites aux enfants. Insidieusement, ça conduit à minimiser la gravité du viol et à favoriser l'impunité des prédateurs. Si on veut synthétiser la continuité de l'action publique face à la pédocriminalité, une phrase convient parfaitement. Regardons ailleurs et surtout, ne cherchons pas à comprendre. Depuis, on nous traite moins de menteurs et de menteuses, tout ça, mais je veux dire, on est en 2021, quoi. Et ils ont réussi à nous pondre une loi qui est... On a besoin de vous toutes, de vous tous. Si on veut que les enfants soient vraiment protégés, si on veut qu'à leur génération la pédocriminalité ait été éradiquée, il va falloir se bouger. Il faut que tous les acteurs et les actrices de ce combat s'unissent. Et à partir de là, on va présenter nos mesures à tous les candidats pour les présidentielles. On leur demande de se positionner. On va commencer par aller voir ce qu'en disent les candidats.
à la présidentielle. Notre vote compte, parce que si on y réfléchit, la majorité, c'est nous. 1 sur 5. Ça fait 13 500 000 personnes. Le vrai pouvoir, si vous le décidez, c'est vous. Ensemble, faisons changer la peur de camp.